Dans l'ordre, je vous présente nos panélistes. Donc, je vais commencer par M. Eliane Lati. Je trouve intéressant aussi de parler un peu de Cosmetic Valley. Il faut être en France pour parler de Cosmetic Valley. C'est toujours un peu une blague qu'on fait les Québécois où vous utilisez souvent des acronymes anglophones. Mais, donc, M. Lati est CEO et fondateur de laboratoire BioEC en 1998, Centre de recherche biologique et d'expérimentation cutanée. Donc, on voit que c'est très, très, très spécialisé vraiment pour la peau. PhD et pharmacien en sciences, PhD en sciences pharmaceutiques. Donc, le laboratoire BioEC, basé au sud de Paris, est un centre de recherche spécialisé d'études d'efficacité de produits cosmétiques et dermatologiques. Reconnu mondialement pour l'objectivation d'ingrédients dans les modèles d'implants cutanés. Il est aussi, M. Lati, trésorier de la fameuse Cosmetic Valley, qui est un cluster, là, si on veut, une filière. On a aussi au Québec, nous autres, on a utilisé toutes sortes de terminologies dans le passé. Mais c'est une première filiale mondiale dédiée à l'industrie particulière des parfums et des cosmétiques. Donc, c'est très intéressant comme concept. Ils sont en visite ici à Québec cette semaine avec les gens de Québec International. Madame Grillon, PhD, cellules immunitaires et cellules de la peau, Université d'Orléans en France, postdoc à l'Institut de chimie des substances naturelles. Et depuis 2006, elle est chargée de recherche au Centre de biophysique moléculaire CNRS à Orléans aussi en France. Elle optimise les modèles d'études in vitro et s'intéresse au vieillissement cutané et la régénération de la peau. Donc, Réal, tu pourras la voir après, elle va pouvoir t'aider. Et elle est responsable de l'équipe de recherche en biologie cutanée et micro-environnement et elle fait partie du groupe de recherche français GDR Cosmeactif pour le développement et la structuration de la recherche académique en cosmétique. Lionel Ripoll, nous, on le connaît bien, c'est notre Français d'adoption. Lionel est au Québec depuis quand même quelques années, mais master en chimie fine, arôme, parfum et cosmétique en France, PhD en physico-chimie et formulation à l'Université de Lyon. Je blague à l'effet qu'on le connaît bien parce que c'est grâce à lui et son équipe qu'on a 2 formulations de crème chez Purcan Pharma. On a travaillé avec son équipe au courant de la dernière année. Expérience industrielle en formulation et mise à échelle. Il est chercheur et professeur en cosmétologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, en région, comme on dit. Et finalement, notre docteur ici, Alain Thibodeau, PhD, biologie et biochimie. Non, biologie et biologie cellulaire, je finis par le dire. Hein? Université Laval. Et un postdoc en physiologie cellulaire. Lui, c'est notre Américain, parce qu'il a fait ça à Berkeley, en Californie. Et il est VP présentement de Sinova Ingrédients dans la filiale Purcan. Donc, on a des sujets de discussion pour nos invités. Je vais débuter avec vous, Monsieur Lati. Pourquoi utiliser le CBD en produit topique? Oui, vous savez, donc, la BioEC, on travaille avec l'industrie cosmétique depuis environ 25 ans. Cette industrie, elle est toujours à la recherche de nouvelles substances, des ingrédients nouvelles aussi, des extraits de plantes pour avoir donc, des activités nouvelles, soit donc, là, pour renouveler donc, là, tout le temps, donc la cosmétique, ce qu'on aime bien, ou pour répondre à des besoins particuliers de consommateurs. Mais aussi, on peut quelquefois s'intéresser à des substances existantes connues, soit donc là, en cosmétique ou en d'autres domaines, mais pour découvrir donc, là, de nouvelles activités utilisables en industrie cosmétique. Et les CBD, donc là, les substances d'extrait du chanvre ou d'autres, s'intéressent énormément à l'industrie cosmétique parce que, vu les activités qu'on connaît un petit peu donc là, dans d'autres domaines, on a commencé à s'intéresser, à vérifier, à aussi démontrer l'efficacité dans certaines activités dans ces substances afin de les utiliser dans l'industrie cosmétique. Je ne vais pas parler de quelles activités, parce qu'on va parler un peu peut-être plus tard, d'où l'intérêt porté par l'industrie cosmétique à ces substances. D'ailleurs, on a commencé aussi à faire beaucoup de recherches dans ce domaine,
des recherches collaboratives, parce qu'on a un projet dont on va démarrer peut-être d'ici quelques mois avec d'ailleurs Catherine, dont le but c'est de mettre au point un modèle biologique capable de montrer donc là, les différentes activités de ces substances afin de les utiliser dans l'industrie cosmétique. C'est pour ça, je pense donc là l'industrie cosmétique elle va être intéressée. D'ailleurs, on a commencé à tester donc là, certains produits finis dans ce domaine. Donc, en termes d'activité, Mme Grillon, je suis intéressé lorsque je vois que vos centres de recherche est particulièrement sur le vieillissement et la régénération de la peau. Avec l'information que vous avez à ce moment-ci, quelles sont les activités, justement, dans l'activité qu'on pourrait considérer bénéfique lorsqu'on ajoute le CBD à une crème? Alors, ce qu'on peut dire au niveau scientifique, on a eu deux présentations là, précédemment qui nous ont montré qu'on a une présence du système endocannabinoïde dans la peau. Donc, on peut supposer qu'on pourrait avoir des effets donc, de différents phytocannabinoïdes. Actuellement, on connaît par la littérature scientifique que le CBD a différents effets. On peut répartir ça en deux classes, je dirais. Les effets qu'on peut avoir en tant que prévention sur une peau saine, et puis des effets qui seraient plutôt sur des peaux un peu pathologiques. Donc en tant qu'effet préventif, on sait que le CBD, ça a été démontré, il est capable en fait de protéger des rayons ultraviolets, notamment des UVA. Donc ce qui est un des principaux paramètres qui intervient dans le vieillissement cutané. On sait aussi qu'il a des effets antioxydants. Donc, il est capable d'induire une défense antioxydante dans la peau. Donc, elle va mieux se défendre contre les UV, mais aussi contre tout ce qu'on appelle maintenant l'exposome, c'est-à-dire tout ce à quoi la peau est exposée, donc les polluants, les fumées, etc. Et puis, on sait depuis un peu moins longtemps que le CBD, d'ailleurs, le docteur Vincenzo Di Martio en a parlé tout à l'heure, que le CBD est capable d'agir sur les sébocytes, donc sur la régulation des glandes sébacées, donc ce qui peut avoir vraiment un intérêt au niveau d'une régulation de peau. Et on sait aussi que le CBD peut agir au niveau de la pousse des cheveux, donc il fait aussi partie de la partie cosmétique. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et bon, il y a encore peut-être d'autres choses qu'on va pouvoir découvrir, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore énormément de résultats scientifiques au niveau de l'activité du CBD et puis d'autres phytocannabinoïdes dont on parlera peut-être tout à l'heure, au niveau de la peau. Et puis, bon, comme je vous disais, ça a des effets aussi sur des peaux pathologiques. Là, c'est Elian donc, qui va peut-être plutôt répondre là-dessus. Oui, en plus de travailler donc, là, sur la peau saine, aussi, on travaille sur des modèles de peaux pathologiques. Ça veut dire qu'on va mimer la dermatite atopique ou la psoriasis et voir donc, là, l'effet ou les effets de certaines substances cannabinoïdes, donc là, sur ces deux désordres biologiques, donc là, si je peux dire, parce que je ne vais pas appeler de maladie, parce que nous, en cosmétique, on travaille uniquement sur la peau saine, mais en dermocosmétique, on peut arriver un petit peu donc là, à ces deux désordres biologiques ou deux maladies. Est-ce que d'autres cannabinoïdes que le CBD vont être étudiés au centre de Cosmetic Valley ou dans vos groupes de recherche? Oui, on va étudier l'ensemble donc là, des cannabinoïdes, normalement. D'accord. Alain, oui, je peux juste seulement ajouter un point sur ça. Et Catherine en a fait allusion. On parle beaucoup de CBD, son action sur la biologie cutanée, son intégration dans des produits cosmétiques, produits topiques. Mais le CBD n'est rien sans le système endocannabinoïde dans un sens. On peut revenir sur une présentation antérieure? Professeur Di Marzio, bon, vous l'avez mentionné. Merci encore pour la présentation. J'étais en désaccord sur un point cependant. Vous avez mentionné que vous aviez relativement peu fait dans le domaine. Il est vrai que le professeur Michulam a fait beaucoup, mais votre labo est un pionnier dans le domaine. On a entendu le terme endocannabinoïde 63 fois, j'ai compté. Et c'est vous qui l'avez proposé, ce terme-là. Donc, merci beaucoup pour votre contribution dans le domaine. Ça sera 20 €, mais on en parle.
Donc oui, le CBD peut avoir ses mécanismes d'action directs, peu sur les récepteurs classiques CB1, CB2, beaucoup sur d'autres récepteurs, PPAR, TRPV, tout ça. L'action sur le FAH, même si c'est minime, le CBD peut augmenter la production des endocannabinoïdes que l'on a. Donc, on a le système endocannabinoïde, pas parce qu'il y a des champs de cannabis, c'est parce qu'on a des ligands naturels dans notre corps et le CBD peut travailler à partir de ce mécanisme-là. Donc, vraiment, beaucoup de potentiel en tant que molécule directe et aussi par l'intermédiaire en stimulant le système endocannabinoïde et les endocannabinoïdes qui sont déjà en place. Mais là, on a parlé, même si on savait tantôt ce matin qu'Alexandre, lui, aime beaucoup Santé Canada et qu'on a des réglementations avec Jason ce matin. Les réglementations vont peut-être être un petit peu modifiées au courant de la prochaine année. Moi, ça, Alain, que tu nous mentionnes, la situation actuelle au Canada, ce qui peut être ajouté à une crème ou pas en termes de produits de tout cannabinoïdes confondus, quels sont les ingrédients qui peuvent être ajoutés? Comment la réglementation encadre ça à ce moment-ci? Comme on l'a vu ce matin dans d'autres présentations, il y a des zones grises. Ce n'est pas toujours noir et blanc. Est-ce qu'on peut ajouter le CBD dans un produit cosmétique? Oui et non. Et pour bien comprendre ça, il faut faire la différence entre le chanvre industriel et le cannabis. On voit plein de produits cosmétiques avec le hemp seed oil, de l'huile de grain de chanvre. Ça doit venir de chanvre industriel. Pour être un chanvre industriel, il faut avoir un niveau limite de THC de 0,3 %. Et on peut, à partir du chanvre industriel, faire un extrait, donc tirer un ingrédient, l'huile, le fameux hemp seed oil. Mais dans cette huile-là, on doit retrouver pas plus de 10 ppm de THC. Donc ça, c'est 1 millième de 1 %, que ce n'est pas beaucoup. Et dans cette huile-là, il peut y avoir des quantités en traces de CBD. Donc, ça, on peut le mettre dans un produit cosmétique, on peut vendre n'importe où, c'est légal, il peut y avoir un petit peu de CBD, mais encore là en trace. Donc, oui, on peut mettre du CBD dans un produit cosmétique, mais dans cette condition-là. Si on vient au cannabis, le cannabis pur et dur, l'extrait de cannabis, autant de toute partie de la plante, des feuilles, de la fleur, se retrouve sur la liste des ingrédients interdits de par Santé Canada. Donc, on ne peut pas utiliser un extrait de cannabis, ni le cannabidiol purifié. Même si on prend un cannabidiol synthétique, s'il est identique à une molécule qu'on retrouve dans le cannabis, c'est interdit. Donc, en date d'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser de dérivés de cannabis, de phytocannabinoïdes dans les produits cosmétiques. C'est en date d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de pression. Les instances gouvernementales sont à revoir tout ça. Et je crois qu'avec ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, qu'on n'aura pas le choix d'aller dans cette direction-là et de bénéficier d'une molécule comme le cannabidiol dans des produits topiques. Est-ce que c'est parce que là, nous, on sort 2 crèmes à l'OCS, on va faire un petit peu de publicité, là, mais CBG, CBD. Donc, est-ce que ça sous-entend que, par exemple, si on voulait avoir une crème, vous mentionniez tantôt, Mme Grillon, pour les bénéfices par rapport à l'UVA, est-ce que si on sortait un skin care vraiment pour comment on dit, là, pour la protection contre les rayons du soleil, une crème solaire, elle est classée où? Elle est classée cosmétique? Elle est classée dans la réglementation? Est-ce qu'il est possible d'avoir ça? Même si j'ai dit que c'est interdit d'utiliser de tels dérivés dans des produits cosmétiques, on le peut dans des produits topiques au Canada. Donc, dans les formulations développées chez Purcan Groupe Silicic. Mais ces produits-là se doivent d'être mis en vente, donc disponibles dans des magasins spécialisés, là, les OCS en Ontario, les SQDC. Bon, au Québec, pas encore. Donc, même des produits topiques, on ne peut pas les vendre, même à la SQDC au Québec, alors que dans les autres provinces, on peut les vendre, mais encore là, dans des produits spécialisés. C'est bon. Lionel, notre master, pas grower, mais master producteur, je ne sais pas trop quoi, de mise à échelle. Comment vois-tu, tu as fait pour nous des formulations. Quels sont les défis lorsqu'on fait une formulation de crème, de mise à échelle avec la combinaison de ces différents cannabinoïdes-là? Oui. C'est un extrait de plante déjà. Donc, il peut y avoir plein de composés dedans qui vont avoir des comportements différents en formulation. Si on regarde un peu plus le cannabidiol puis le THC,
le premier défi qu'on a, c'est leur solubilité, parce que c'est des composés qui sont extrêmement liposolubles. Donc, on va avoir des enjeux pour le mettre en formulation de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous voulez un gel à queue, déjà on oublie ça. Donc, on est obligé de passer par des solubilisants, ce genre de composés-là, qui va nous aider à les mettre en formulation. C'est des composés aussi qui perturbent la mise en émulsion. C'est-à-dire qu'avoir un produit qui va être stable dans le temps, ça va être un enjeu particulier. Dans les deux derniers points, sur la formulation en tant que telle, le dernier point, c'est sa biodisponibilité. Le fait qu'il soit hautement lipophile, il pénètre peu finalement dans la peau. Donc on doit envisager une formulation qui va avoir des promoteurs de pénétration cutanée pour qu'il aille se fixer sur les cibles où il doit aller, sinon on n'aura pas son efficacité. Si on regarde d'un point de vue plus cosmétique, l'enjeu va être au niveau sensoriel. On formule des résines qui sont très collantes. Donc si on le formule comme des extraits un peu plus classiques, on va dire, on va avoir un produit qui va être freinant, qui va être très collant, qui ne va pas être agréable à l'application, et ce qui est, dans le monde des cosmétiques, pas vraiment apprécié par les consommateurs. Donc là, on a tout un travail à faire au niveau des choix des excipients pour apporter de la glisse, pour apporter une texture, on va dire, sympathique à l'utilisation. Sinon, on va avoir un produit qui va vraiment pas être apprécié. Donc les enjeux majeurs se situent à ce niveau-là. Et une question dans le monde du cannabis qui est un peu partagée, en tout cas les opinions ne sont pas toujours les mêmes, dépendant à qui on parle. Les fameux effets entourage, les fameux terpènes qui existent dans cette plante-là assez fantastique. Comment vous voyez, je ne sais pas, mais encore une fois, peut-être Dr Grillon ou toi, Lionel, si vous voyez des difficultés à intégrer ces huiles essentielles-là, ces terpènes-là, dans les formulations, est-ce que vous voyez des limites, parce que dans certains cas, il y a quand même des niveaux de toxicité quand même importants dans certaines huiles essentielles comme ça, qui sont quand même très concentrées. Est-ce qu'avec l'information que vous avez, il y a des difficultés à entrevoir si on voulait ajouter de façon significative certains terpènes dans ces formulations-là? Au niveau de la physico-chimie, je laisserai répondre au niveau de la biologie, mais au niveau de la physico-chimie, on va être sur les problématiques des terpènes classiques, donc encore une fois des problèmes de solubilité, des problèmes de stabilité d'émulsion. Les terpènes, on sait que ça se met souvent aux interfaces, donc les enjeux vont être là. Il n'y a pas d'incompatibilité majeure, à ma connaissance, d'utiliser des combinaisons. Dans les effets entourage, on parle souvent CBD, THC 1,1, c'est celui qui est les plus connus. En tout cas, donc ça se formule très bien ensemble, une fois qu'on a pris nos précautions, soit sensorielles et de solubilité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un des enjeux majeurs. Après, en termes de toxicité, je pense que Mme Grillon, M. Lati sera peut-être plus pertinent. Oui, après, donc là, si vous voulez, du point de vue de tolérance, il faudra qu'on teste différents types de formulations et choisir celle, soit donc avec la concentration ou avec l'excipient qui donnerait la meilleure tolérance au niveau cutané, donc là, avant d'aller vers une efficacité. Est-ce que je parle trop? Non, non, c'est bon. Juste un point que j'aimerais ajouter sur l'effet entourage. L'effet entourage, c'est, je pense, un vieux concept. Ça a été popularisé avec l'industrie de la cosmétique. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de phytocannabinoïdes, des terpènes, polyphénols, tout ça. Donc, les gens travaillent avec ce qu'on appelle des full spectrum pour avoir l'effet entourage, pour avoir l'effet conjugué de plusieurs molécules. Mais c'est quelque chose qu'on voit déjà. En chimiothérapie, les gens vont combiner différentes drogues. Lorsqu'on a on traite des bactéries, on va combiner différents antibiotiques. Dans une formulation cosmétique, on retrouve 3, 5, 10 ingrédients actifs. Donc, on crée nous-mêmes une sorte d'effet entourage un peu artificiel en combinant des actifs qui peuvent provenir de différentes sources. Mais un extrait de cannabis offre ce cocktail, cette combinaison d'actifs, différents phytocannabinoïdes, les huiles essentielles, les bêta-cariophyllènes, myrcène, alpha-pinène, qui sont un peu les classiques de cannabis, qui ont des actions biologiques par elles-mêmes au niveau antioxydant, anti-inflammatoire, réparation cutanée.
Donc, avec un extrait de cannabis, on peut vraiment bénéficier de cet effet conjugué, un effet synergique pour augmenter les bénéfices cutanés. Excellent. On n'a que quelques minutes encore, 5 minutes avant de prendre des questions. J'aimerais que vous preniez du temps un petit peu, monsieur peut-être Lati, pour nous parler de votre fameuse Cosmetic Valley. Le cluster, je crois que vous avez quand même plusieurs entreprises, sociétés, centres de recherche qui sont liés à ce groupe-là. Quelle est votre approche par rapport à l'ensemble du travail que vous faites et spécifiquement à l'intégration des produits du cannabis? Nous dresser peut-être un portrait plus large d'abord du regroupement ou de la filière et répondre ensuite peut-être à l'intégration, comment c'est fait en France présentement au niveau de l'approche des cannabinoïdes dans ce type de produit-là. La Cosmetic Valley, il regroupe environ 650 adhérents, donc privés et publics. Donc là, ça veut dire parce qu'il y a énormément de concentration, soit dans la région centre, là où se trouve la Cosmetic Valley, mais aussi actuellement, il est devenu un pôle au niveau national. Il y a aussi, je pense, une douzaine d'universités et de centres de recherche qui sont adhérés ou adhérents de la Cosmetic Valley. Le rôle de la Cosmetic Valley, c'est de coordonner et faire le lien entre les sociétés publiques ou les labos publics et les sociétés privées dans le domaine de la recherche, dans le domaine des rencontres, dans le domaine même aussi d'exposition, parce qu'on participe avec la Cosmetic Valley dans plusieurs, salons, soit au niveau national, soit à l'international. Mais le rôle qui nous intéresse le plus pour nous aussi, c'est organiser des groupes de recherche collaboratifs, ce qu'on appelle actuellement, parce que là ça change de nom, EDEMO, ça veut dire ce sont des projets de recherche qui vont durer entre 3 et 4 ans, qui vont regrouper au moins un labo public et une société privée. La plupart du temps, il y a 4 ou 5 partenaires. Et ces partenaires, ils vont travailler sur un projet de recherche qui intéresse l'ensemble et chacun va amener de l'innovation et va profiter de l'innovation apportée par le projet de recherche. Et dans ce cas-là, nous avons un projet de recherche qui va s'appeler Conacos. On travaille sur l'utilisation de différentes substances issues des chanvres dans l'utilisation dans le domaine cosmétique. Oui, allez-y, Mme Grillon. Je peux juste compléter avec une chose du point de vue de la recherche publique, parce que nous, on est quand même plusieurs organismes de recherche à faire partie, être partenaires de cette Cosmetic Valley. Nous, ça nous permet, dans le cadre de ces projets collaboratifs, de développer aussi de la recherche qui est à la fois fondamentale pour une partie et appliquée d'une autre en relation avec les industriels. Ça nous permet aussi d'avoir des financements pour faire aussi de la recherche fondamentale. Est-ce que vous voyez une utilisation des cannabinoïdes dans ce type de produit-là comme étant facilement accepté en Europe, en France particulièrement, ou si vous voyez aussi certaines difficultés? Parce qu'on voyait plutôt aujourd'hui que l'application thérapeutique médicale est quand même un peu limitée. On a débuté un projet pilote, semble-t-il, en 2021. Donc, est-ce que l'usage de ces types de produits-là dans l'industrie de la cosmétique selon vous, sera une problématique? Je pense qu'il y a des problèmes réglementaires, parce que la réglementation, il n'est pas encore tout à fait clair, mais d'ores et déjà, il y a des produits cosmétiques. Nous, on a travaillé il y a 1 an, on a testé un produit cosmétique fabriqué par une société européenne, et c'est un produit fini, qui contient des cannabinoïdes, des CBD, mais il contient d'autres substances. Après, comment ça va être, mais je suis sûr que les CBD, les substances cannabinoïdes, ils vont rentrer dans le domaine cosmétique. Donc, on peut prendre vos questions avant Créal et son traitement de régénération. Oui, je vais commencer avec la dame ici. Allez. Là, vous n'aurez pas de micro, si je comprends bien. Moi, ma question, ça serait de savoir,
On a parlé du système endocannabinoïde avec des récepteurs aussi partout dans le corps, mais aussi sur la peau. La façon que vous utilisez, vous, c'est topique avec des crèmes. Est-ce que ça vient vraiment activer le système endocannabinoïde ou ça a un effet autre sur l'épiderme ou sur la peau, le fait de l'appliquer au lieu de l'ingérer? C'est quoi, dans le fond, le mécanisme différent peut-être de l'ingestion versus topique? Pour l'instant, on n'a pas forcément les réponses, je dirais. On sait qu'il y a le système cannabinoïde. On sait que si on applique quelque chose en topique, comme le disait Lionel, il va falloir travailler la formulation, parce que les cannabinoïdes, c'est quand même assez lipophile. Et il faut arriver à trouver un système optimal pour que ça puisse pénétrer dans la peau. Après, que ce soit pour du CBD ou pour d'autres cannabinoïdes. Et puis, après, voilà, comment est-ce que ça va fonctionner? Comme le disait le professeur Di Marzio, on n'a pas encore toutes les clés. Il y a beaucoup de possibilités. Dans la peau, il existe les récepteurs CB1, CB2, mais on a aussi beaucoup des autres récepteurs qui ont été mentionnés précédemment, donc tous les récepteurs TRP quelque chose, les récepteurs GPR, et c'est vrai que on espère en fait, notamment dans notre projet, espérer éclaircir un petit peu ces mécanismes d'action de cannabinoïdes qui seraient appliqués en topique au niveau de la peau. Alors là, on a une phase qui va être plutôt de regarder quels vont être les effets bénéfiques pour la peau. Et nous, en termes d'organismes de recherche, c'est une des parties de notre projet d'essayer de comprendre certains mécanismes d'action de ces molécules. Vous avez apporté le point application topique versus prise orale. Il y a eu beaucoup de présentations aujourd'hui, notamment avec le CBD, de façon générale par prise orale. On a vu des bénéfices, mais en prise orale, le cannabidiol, quand il passe à travers le foie, en prend pour son rhume. Il y a une grosse partie qui est dégradée. Et ce qu'on voit de plus en plus dans la littérature, c'est que l'application topique pourrait devenir une voie d'accès pour la cannabidiol dans la circulation. Donc, non seulement avoir des effets au niveau cutané, que ce soit au niveau dermatologique ou cosmétique, mais en travaillant avec des agents et ça, je sais que Lionel les connaît bien, des agents qui vont ouvrir la barrière cutanée pour faciliter la pénétration des molécules, donc par patch, des gels, ici on voit plusieurs publications, donc l'application topique pourrait devenir aussi une façon d'avoir un effet systémique du cannabidiol ou d'autres phytocannabinoïdes. Non, sur les mécanismes d'action, pas. Oui, non, c'est correct. Il y a beaucoup il y a quelques études qui montrent des effets bénéfices sur des acnés, des psoriasis, sur des diminutions de médiateurs de l'inflammation comme interleukine 6, 8. Maintenant, les mécanismes d'action, c'est sûr que ça reste encore à éclaircir. Et clairement, il y a des formulations à travailler pour aller développer une nouvelle administration de ces médicaments ou de ces produits-là, clairement. Si je peux dire, depuis le début des présentations, on voit que ce n'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, je suis un usager personnel des crèmes depuis au moins 2 ans. Je m'en procure aux États-Unis, crème CBD, naturellement, aux États-Unis ou en Ontario, parce que ma belle province n'en vend pas. Et à chaque fois, depuis 2 ans, d'une fois à l'autre, la concentration augmente. J'ai commencé avec du 200 mg, 400, 600. Puis aux États-Unis, la semaine passée ou l'autre semaine, j'ai acheté du 800 mg. Et là, je me demande, ça va s'arrêter où? Puis comme je pense que ce n'est pas une science exacte, là, j'ai comme l'impression que plus il y a de CBD, mieux que c'est. Mais comment ils vont finir par doser ça? Ou avez-vous une idée sur comment on s'oriente par rapport à la concentration de CBD dans une crème? Je pense que ça va être en effectuant des études cliniques. Il y a... pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a rien, il y a 103. Ça va prendre beaucoup de pots de crème. Bon. Regarde, par exemple, il y a une étude clinique qui a été publiée
Il y en a relativement peu. Il y en a une qui a été publiée il n'y a pas longtemps avec le CBG, appliqué sur la peau, sur une peau qui avait été endommagée avec un détergent, donc qui avait causé de l'érythème, qui avait brisé la fonction barrière, donc ce qui mène à une déshydratation. Ils ont appliqué une crème avec 0,1 % de CBG. Donc, c'est CBG, ce n'est pas CBD, mais 0,1 % avec un bel effet positif à l'intérieur de 2 semaines. Il y a beaucoup d'autres études qui sont en cours avec le CBD sous la supervision du NIH aux États-Unis. Et ce que je vois, c'est entre 0,5 % de CBD, j'ai vu jusqu'à 4 %. Mais de façon générale, entre 0,5 et 2,5 % de CBD purifié, c'est ce que les gens sont en train de tester. Donc, c'est les résultats de l'étude clinique qui vont démontrer l'efficacité, puis en fonction d'une condition cutanée spécifique. C'est le psoriasis, l'acné, une action anti-âge, etc. Donc, je pense qu'il faut absolument passer par là. Ah, OK. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'une certaine pénétration du CBD est nécessaire là, pour avoir un effet comme ça. Merci pour les différentes présentations. Je suis intéressé un petit peu plus par l'utilisation du modèle que vous faites pour évaluer l'efficacité cosmétologique donc, de l'utilisation de ces différents produits. Comme le disait Alain tout à l'heure, donc le problème, c'est que si on parle de traitement clinique, on est loin de la cosmétologie, en réalité. Donc, si je reviens à la question de cosmétologie, ça va aider à la régénération, ça va aider à autre chose. Donc, est-ce que, dans votre cas, les doses utilisées s'approchent plus des doses thérapeutiques ou ils sont supérieurs ou inférieurs à ces doses thérapeutiques? Parce que je pense que c'est ça ce qui va se passer après au Canada. Le problème, c'est qu'on considère encore là le cannabis comme, pour le moment, un produit à utilisation médicale. Et puis, on essaye de comprendre un petit peu avant de donner l'ouverture à son utilisation de façon en cosmétologie. Non, normalement, ça doit être inférieur. Parce qu'un produit cosmétique, ce n'est pas du tout un médicament. C'est un produit pour soigner, pour améliorer, ce n'est pas pour traiter. Ce n'est pas un traitement. C'est pour ça, donc, forcément, ça doit être une concentration inférieure. Okay. Mais il faut que ce soit aussi une concentration efficace. C'est pour ça, nous, on est en train de travailler sur un modèle de la peau humaine maintenue en survie, donc, afin de tester plusieurs concentrations et constater donc, quelle est la meilleure concentration qui donnera la meilleure tolérance et la meilleure efficacité. Je vais juste me permettre de compléter la réponse. Ce qui guide beaucoup, c'est la réglementation. Et la réglementation, des fois, elle fixe des niveaux d'utilisation, pas dépasser telle concentration. Des fois, elle dit on n'en met pas du tout. C'est le cas pour des molécules pharmaceutiques, par exemple. Mais la réglementation, elle parle aussi beaucoup de revendications. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que c'est pas tant ce qu'on met dans le produit, mais ce qu'on dit que fait le produit. Et là, on va rentrer dans une zone grise de la cosmétique entre le soin et l'amélioration de la condition. Donc, il faut vraiment faire attention à ces notions de concentration, mais c'est surtout à ces notions de revendication marketing qu'on va faire derrière. D'accord. Une dernière petite question. Alors là, on le met, le produit, on le met dans la crème. Après, on va le vendre. Est-ce qu'on a une idée sur la stabilité de cette molécule-là pendant le temps? Parce que je vais acheter le tube à crème et puis après, je vais l'utiliser la première fois et puis il reste 3-4 jours. Est-ce qu'il reste stable pendant 1 mois, 10 mois ou autre chose? Normalement, il y a une étude de stabilité donc là, avant de mettre le produit sur le marché. Même si c'est un produit cosmétique, on va étudier la stabilité sur une période. C'est pour ça, donc là, normalement, un produit cosmétique, il est stable donc là, pendant 3 ans ou 5 ans. Ça veut dire qu'il faudrait que le principe actif ou l'activité du produit soit aussi stable pendant cette période. Si. Je veux dire, si on regarde le profil des molécules dans lesquelles on parle, c'est des molécules qui sont relativement stables dans le temps. C'est des molécules qui ne sont pas sensibles à la température, pas tellement sensibles à la lumière non plus. On a quelques phénomènes d'oxydation qui peuvent arriver sur certains composés, mais ce n'est pas un enjeu majeur, la stabilité du CBD, par exemple, ou du THC dans un produit topique. C'est bon, c'est un peu ce que je voulais amener, ça. D'autres questions?
Je croyais que le caméraman avait la main élevée, mais c'était son écran. Ah, monsieur là-bas. Bonjour, merci pour les présentations. Je me demandais, on a vu avec les deux dernières présentations, notamment par Dr. Di Marzo et Dr. Deshôtels, je crois, qu'il y avait beaucoup de variations d'une personne à l'autre au niveau du système endocannabinoïde. On parlait de polymorphisme génétique, du microbiome. Est-ce qu'on s'attend à voir la même variation entre les personnes au niveau cosmétique? Ça, c'est tout à fait possible, en fait, hein. On n'a pas encore vraiment de recul là-dessus, mais on peut s'attendre effectivement à avoir des variations entre chaque personne, hein, et des réactions qui peuvent être un petit peu différentes. Justement, dans notre projet, on va tester ces différentes composants, donc là sur différents types de peau. Ça veut dire de plusieurs donneurs, on va travailler peut-être donc là sur une dizaine de donneurs différents, d'âges différents et de phototypes différents. On verra donc là s'il y a vraiment donc là des actions différentes. Mais je pense que s'il y a une variation, ça ne doit pas être énorme. Ça doit pas être énorme, je peux compléter, dans la mesure où on suppose qu'on travaille quand même sur des peaux saines. Exactement. Voilà. Dans les peaux pathologiques, je pense que ça sera vraiment différent. Ça va dépendre beaucoup aussi du mécanisme d'action. Parce que si on prend par exemple, si on passe par le microbiote cutané, par exemple si on a une action sur le microbiote cutané, on sait qu'on a des variabilités énormes entre les individus. Donc ça va dépendre aussi du mécanisme d'action. Il y a un papier récent qui a été publié, je crois que c'est un groupe au Portugal, qui a mesuré la concentration des endocannabinoïdes, l'anandamide et le 2-AG dans la peau. Et il y avait une différence. Donc, il y a des gens qui en ont moins d'anandamide dans la peau, il y a des gens qui en ont plus. Et c'était des gens qui avaient eu une chirurgie esthétique. Et ils ont montré que les gens qui en avaient un peu moins dans la peau avaient une cicatrisation hypertrophique. Donc, tout en montrant qu'il y avait une différence interindividuelle dans la concentration cutanée d'anandamide, les gens montraient qu'il y avait aussi une relation vis-à-vis la façon dont la peau pouvait cicatriser, donc tout en montrant que l'anandamide pouvait aussi être impliqué dans le phénomène de cicatrisation. On a le temps pour une dernière question. Ah, Madame Deshôtels. Non, on va... Dans la question de l'absorption, j'ai le même problème avec des crèmes magistrales. Le magistral, c'est de la titration personnalisée. Alors, d'analyser, même pour des produits commercialisés en pharmaceutique, entre autres des bases d'estrogène, on se rend compte, parce que moi, je mesure dans le sang que l'absorption est individuelle. Donc, là, c'est vraiment la clé, c'est dans l'absorption. Puis par expérience clinique, donc la base, les produits, ça va être bien important de regarder. Des fois, l'huile, juste l'huile, l'appliquer sur la peau, avez-vous un commentaire à faire au lieu d'essayer de trouver des bases et tout ça? Il y a des crèmes aussi qui existent, des bases qui sont bien absorbées déjà, qui existent. Ça devient... il faudrait trouver une solution pour personnaliser. Oui, la pénétration cutanée, c'est tout un sujet parce que ça varie d'un individu à l'autre, ça varie d'une saison à l'autre au sein d'un même individu en fonction des conditions climatiques, de l'état de la peau, de l'hydratation de la peau. Donc la pénétration cutanée, c'est vraiment un enjeu majeur. Maintenant, au sein même d'un produit en tant que tel, il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la formulation pour promouvoir cette pénétration-là. Si c'est des choses qui vous intéressent, au niveau des choix des huiles, par exemple, le fait d'aller chercher des huiles qui sont polyinsaturées, qui vont être capables d'avoir un meilleur biomimétisme avec la peau, favoriser la pénétration interconercitaire. Tout à l'heure, vous avez cité dans votre conférence l'huile de coco, par exemple. L'huile de coco, elle a beaucoup d'insaturation, ce qui fait que c'est un bon promoteur de pénétration cutanée. Donc, en allant chercher ce type d'huile-là, déjà, on va favoriser ces aspects-là. Oui. Merci. C'est aussi la raison pour laquelle l'acné est une belle condition de peau pour le CBD. Le CBD
est confortable dans l'huile, peut bien pénétrer le follicule pileux parce qu'il y a du sébum, peut atteindre la glande sébacée et apporter ses actions anti-inflammatoires, d'inhibition de prolifération, action antibactérienne aussi, parce qu'il y a une bactérie, Cutibacterium acnes, qui est associée à l'acné. Donc, l'application de l'acné est un peu idéale, je pense, pour le CBD parce qu'il y a un chemin lipophile qui est déjà créé pour l'amener jusqu'à la pathologie. Certainement. Oui. Et en fait, quand on développe un produit cosmétique, on regarde vraiment la cible. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des technologies de formulation ou de targeting qui sont capables de cibler l'épiderme, de cibler le derme, d'aller vraiment sur des cibles spécifiques. Hein. Si on regarde un produit solaire, par exemple, on veut que les fils solaires ils restent à la surface de la peau parce que sinon ils sont plus efficaces. Quand on met des antioxydants dans notre filtre solaire, on veut qu'ils pénètrent pour aller faire leur travail au sein de la peau. Donc c'est plus complexe le développement d'un produit que juste je mets mon produit dans une huile et puis de l'eau, puis attention actif, puis ça fait une émulsion. Il y a vraiment un choix des excipients qui doit être fait en amont, une réflexion sur où doit aller le produit et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et aussi, comme vous avez dit, on peut associer lumière et produits, différents types de lumière, soit la lumière bleue ou donc là d'autres aussi longueurs d'onde. Mais merci à tous nos docteurs, Lati, Grillon, Thibodeau et Ripoll. Très intéressant. Une autre facette de notre industrie. Merci.